pupitre de Malakoff. Prenez place, et merci d'être venus nombreux. Et pour commencer, je vais essayer de présenter vite au départ. Et la présentation, évidemment, Alors, pour moi, je vais commencer vite. C'est que déjà, Man, elle est factrice à Malakoff, mais je vais laisser la parole commencer Élise et Louise, qui est étudiante à la fac de Nanterre et militante au MPA Dijon. Voilà, pour commencer ça, et bah à toi Héloïse. Oula, il y a un petit... Ouais, merci. Ouais, salut les camarades. Bon, déjà, merci pour à tous et à toutes d'être venus. Je commence mon intervention par en fait un mot quand même sur l'actualité et ce qui s'est passé en Palestine cette semaine à Rafah, les bombardements de l'armée israélienne et l'intervention militaire qu'il y a eu. Je pense que beaucoup d'entre nous ont vu les images. Franchement, il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots et depuis des mois pour décrire l'atrocité de ce qui se passe. Et on le redit ce soir, notre solidarité pleine et entière avec le peuple palestinien et notre dénonciation pleine et entière, y compris de l'État d'Israël, qui est un État criminel duquel Macron est complice, mais pas juste complice, et responsable, y compris de ce qui se passe là en Palestine. En fait, l'État d'Israël, c'est le pied-à-terre de l'impérialisme occidental, des États-Unis, de la France. Et on salue toutes les manifestations qu'il y a eu depuis le début de semaine, qui n'ont pas attendu que les préfectures les autorisent, où il y a eu plusieurs milliers de personnes à Paris, il y a eu plusieurs milliers de personnes dans tout un tas de villes. Et c'est essentiel que ces mobilisations-là, elles continuent. Qu'elles continuent. Là, ce samedi, il va y avoir une manifestation à laquelle on sera et à laquelle il faut être extrêmement nombreux et nombreuses, parce que ça joue un rôle, évidemment, sur la question de la solidarité, qu'il y ait des mobilisations dans tout un tas de pays, mais aussi sur la question d'exiger que l'État français, qui est la béquille, avec d'autres États, comme je l'ai dit avant, mais de l'État d'Israël, arrête de soutenir cet État-là qui peut commettre ce qu'il commet parce qu'il a ce soutien de ces grandes puissances. Pour vous donner une idée quand même rapidement, mais l'État français mise beaucoup sur l'État d'Israël. Depuis 2022, il y a eu une multiplication par 3 des accords économiques entre la France et l'État d'Israël. C'est plus 300%. C'est 100 entreprises françaises qui sont implantées sur le territoire israélien, mais c'est des entreprises comme Decathlon, Keolis, il y a même Mont-Saufleur qui est implanté dans l'État d'Israël. Et si on veut faire cesser le génocide, et nous on pense que c'est possible, il faut faire vaciller l'État d'Israël, et ça passera que par déstabiliser tous ceux qui le soutiennent dans le monde, et à commencer pour nous ici par l'État français. Il y a quelque chose d'important quand même avec ce qui se passe là-bas en ce moment, c'est qu'il y a un signal, y compris qui est envoyé à l'ensemble de notre classe dans le monde entier, c'est que pour défendre leurs intérêts, ils seront prêts à tout. Et les massacres, c'est même pas un obstacle qu'il faudra surmonter, c'est un biais par lequel y arriver. Et les États, ils sont en train de se préparer à des potentiels conflits d'ampleur là dans le monde. Quand on regarde ne serait-ce que les budgets des armées, c'est un énorme scandale. L'argent qui est débloqué et qui est alloué, par exemple au niveau des États-Unis, cette année-là, ils ont augmenté leur budget militaire de quasiment 70 milliards d'euros. C'est 911 milliards d'euros le budget de l'armée aux États-Unis là cette année, et ils prévoient de l'augmenter de 100 milliards d'euros par an jusqu'à 2028. Là, la Chine a augmenté cette année son budget militaire de 7,2%. La France, on l'avait vu, ça avait fait un gros scandale l'année dernière, et à juste titre, c'est 413 milliards d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement pour investir dans le budget de l'armée jusqu'à 2030, quand en parallèle, cette année, on a eu 10 milliards de coupes de coupes budgétaires dans les services publics, où ils annoncent 20 milliards d'euros de coupes budgétaires dans les services publics l'année prochaine. Et les capitalistes, en fait, ils ont besoin de ces guerres. Ils ont besoin de ces guerres pour leur profit, pour faire de l'argent. Ils ont besoin de déployer et d'envoyer leur armée dans le monde entier pour défendre leurs intérêts, et y compris mater les contestations des populations, comme on voit aujourd'hui en Kanaki, où évidemment on dit aussi notre soutien au peuple kanak contre la colonisation. Le 11 avril dernier, il y a Macron qui allait faire un petit tour sur le chantier d'une nouvelle usine là, qui va bientôt ouvrir ses portes en Dordogne, qui est une usine
de l'entreprise Eurenco, qui est une entreprise privée, mais dont l'État est actionnaire à 100%, qui est une entreprise en fait qui va fabriquer quoi? En fait de la poudre à canon pour faire des canons vraiment 100% français de A à Z. Il a fait une petite interview quand il était là-bas. Je cite ce qu'il disait en répondant à une journaliste qui demande si l'économie de guerre, finalement c'est pas bien, enfin ça fait pas plein de super choses. Lui il répond que oui, qu'il préfère la paix quand même, mais qu'il doit le dire, l'économie de guerre c'est bien parce que ça crée, c'est très bon pour l'emploi, et puis en plus ça permet de faire, de baisser les dépenses sociales, tout en ajoutant quand même que son objectif c'était de réduire au maximum les impôts de toutes les entreprises qui produisent des armes pour réinvestir en France, réindustrialiser la France sur la question de l'armement. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, avec toute cette logique-là, derrière il va y avoir besoin de main-d'œuvre, il va y avoir besoin de renforcer l'armée, et en fait le meilleur vivier de recrutement pour tout ça, et y compris la question de l'armée, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, et Macron, dans sa politique, il articule la question du tri social à l'école, à l'université, avec la question de renforcer une propagande de plus en plus forte pour l'armée, et de convaincre des jeunes, d'essayer de convaincre des jeunes de faire l'armée. Tout en écrasant la possibilité de pouvoir décider pour nous-mêmes, pour nos vies, pour notre avenir. Aujourd'hui, c'est les résultats de Parcoursup. On va le voir là dans les jours qui viennent, à quel point, très probablement, comme les années précédentes, c'est un carnage. L'année dernière, il y a eu à peu près 1 million de candidatures, il y en a eu quasiment 300 000 qui n'ont pas eu de place à l'université. Et ce que génère le gouvernement, c'est adapter les universités aux besoins du patronat, et comme ça, tu envoies plein de jeunes sur le marché du travail qui n'ont pas de diplôme pour que ce soit de la main-d'œuvre malléable pour le patronat. Il y a une nouvelle réforme là, au collège, où il y a eu plein de mobilisations d'enseignants et de grèves par rapport à ça, le choc des savoirs. Le choc des savoirs, c'est quoi? Ça va être de créer des groupes de niveau en 5e et en 6e, qui vont être en fait des classes par tri social. Par tri social, et faire en sorte que les jeunes qui sont des enfants d'ouvriers, ceux pour qui les parents ne peuvent pas payer des profs particuliers, ne peuvent pas forcément aider à réviser les cours, et qu'ils soient parqués dès la 6e dans des classes où en fait leurs études, elles vont valoir moins que les autres. Et notamment ce qu'a dit cette réforme, c'est qu'en fait tous ceux qui n'auront pas le brevet, ils ne pourront plus accéder au lycée. C'est 90 000 jeunes par an qui n'ont pas leur brevet. Et ces jeunes-là, en fait, ils vont faire quoi si pardon, je cherche mes notes, mais si en fait ils vont pas au lycée, en parallèle, là, le gouvernement a sorti depuis plusieurs années un super truc qui s'appelle le service national universel, dans lequel ils investissent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et où en fait ça s'adresse aux jeunes dès 15 ans. Ce que Macron a dit quand ils ont lancé le SNU, je cite là vraiment ses propos, c'est que derrière ça, il y avait un projet de société visant à affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale, susciter une culture de l'engagement et prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux. Le SNU, en fait, c'est un stage de 2 semaines que tu fais encadré par des militaires qui sont des retraités, mais des anciens gradés de l'armée, qui font des cours tous les jours sur une histoire totalement mythifiée de la France, de ces institutions, sur pourquoi l'armée et la police, en fait, ce serait génial, et que finalement ton avenir il est peut-être là-dedans, que tu seras peut-être pas pris sur Parcoursup, et que par contre à l'armée tu auras une retraite, on te paiera le permis, etc., etc. Alors que l'armée et la police, ce qu'ils défendent, c'est les intérêts des capitalistes, et ça n'a absolument à aucun moment de nous protéger, nous. Leur but principal avec le SNU, c'est recruter. C'est que ça génère des vocations chez des jeunes de se dire, moi je vais faire l'armée, et une grosse partie, j'ai pas eu le temps de sortir les statistiques, mais une majorité des jeunes qui sortent du SNU, derrière ils veulent rejoindre des corps en uniforme, que ce soit l'armée, les pompiers ou la police. Et ce qu'il y a derrière ça, en fait, c'est y compris quand même chercher à générer plusieurs générations de jeunes qui contestent pas, qui acceptent ce que le gouvernement fait, ce que l'État fait, qui le prennent pour acquis, et qui, en plus de ne pas le contester, qui y adhèrent. C'est ça qu'ils essaient de générer. Et le gouvernement déplore que l'année dernière, il n'y a eu que 5% des enfants d'ouvriers qui aient fait le SNU. Parce qu'en fait, c'est ces profils-là qui veulent viser pour toute l'armée de réserve au niveau de l'armée. Leur solution par rapport à ça, c'est d'essayer de généraliser depuis en fait plusieurs années le SNU, et en fait, ils ont beaucoup de mal, quoi. En 2021, ils ont essayé de le généraliser, ils n'ont pas réussi. En 2024, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des contestations de ce SNU et du fait de le rendre obligatoire.
Et là, la petite manœuvre qu'ils ont trouvée, parce qu'ils n'arrivent toujours pas à le généraliser, c'est qu'en fait, ils viennent de faire passer des stages obligatoires pour les secondes au mois de juin. Et que ces stages-là, en fait, en gros, si tu ne trouves pas de stage, tu dois faire le SNU et que c'est ça la carotte, quoi, qu'il y a pour éviter de faire ce stage. Et en fait, en réalité, franchement, c'est même pas moi qui le dis, c'est les syndicats des enseignants qui expliquent qu'en fait, ça va concerner 500 000 jeunes et que c'est évident qu'une grosse partie de ces jeunes-là, au même moment, ne vont pas tous trouver un stage. Et qu'en fait, ceux qui ne vont pas être pistonnés pour trouver des stages, donc ceux en fait qui sont les enfants d'ouvriers, qui n'ont pas leurs parents qui sont cadres, qui peuvent les incruster dans une boîte, et ben en fait ils vont se retrouver à devoir faire le SNU. Donc on dénonce totalement ces mesures-là. Nous on n'ira pas, on sera ni de la chair à canon, ni de la chair à patron. Et nous on veut être, et nous on le dit avec le NPA Jeunes Révolutionnaires, on veut être la génération révolution. Quand on voit tout ça, quand on a 15, 20, 25 ans, qu'on voit que cette société elle tourne par an, qu'on voit l'avenir, mais sombre, qui sont en train de nous réserver, en fait, on n'a pas d'autre solution que d'être révolutionnaire. Il faut, pour pouvoir changer cette société, rompre avec les institutions. Il n'y a pas de raccourci, il n'y aura pas d'alternative autre sous le capitalisme pour décider nous-mêmes pour nos vies. Et c'est ça que nous, qu'on veut dire avec le NPA. Et on est des militants et des militantes et on dédie une écrasante majorité de notre vie, de notre quotidien à militer et à lutter dans ce sens-là, et on ne le fait pas par sacrifice ou parce que ce serait en effet la seule solution. On le fait parce que, y compris, c'est un kiff. C'est un kiff et c'est la seule forme d'émancipation qui est possible sous le capitalisme, c'est en le combattant, c'est en le confrontant. Et c'est en faisant ça, en fait, qu'on se rend compte réellement de ce que ça veut dire la force de notre alliance sociale, la force de la classe ouvrière. De ce que ça veut dire que quand on dit que on fait tout tourner, et on devrait et on pourrait tout diriger. Et c'est pour ça qu'on construit une organisation politique et qu'on pense que c'est essentiel de la faire grossir, de faire grossir ces rangs-là, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui, là, se posent la question à un moment de dire il faut être un militant révolutionnaire, il faut dédier sa vie à ça, et c'est essentiel par rapport à tout ce qui nous est réservé par les capitalistes. Merci.